France. Bienvenue à vous et bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Je m'adresse tout d'abord à la présidente d'Île-de-France Mobilité en charge du transport de toute la région. Île-de-France Mobilité qui a essuyé des pertes considérables dues au Covid. L'État s'engage finalement à financer ces pertes. Vous avez remporté votre bras de fer ? En tout cas, c'est un moment historique parce que nous avons frôlé vraiment la catastrophe. Vous savez qu'avec le confinement, puis la distanciation sociale dans les transports, nous avions eu des pertes abyssales, 2,6 milliards. Et là, hier, le plan de sauvetage des transports a été signé. Donc, j'ai signé avec Jean Castex un accord dans lequel l'État nous compensera intégralement nos pertes de recettes. Alors il y a une part de responsabilité vis-à-vis d'Île-de-France Mobilité, puisque une part de ces avances, enfin de cet argent que l'État va nous donner, une part sera de la subvention directe, une autre part sera de l'avance remboursable, et nous le rembourserons, mais très très progressivement sur 16 ans, ce qui nous permettra de reconstituer notre autofinancement, nos forces, quand la reprise économique sera là. J'ai parlé de bras de fer, Valérie Pécresse, c'était le cas, c'était une négociation très tendue. Est-ce que vous y voyez aujourd'hui un signe, une volonté d'apaisement avec les régions, les présidents de régions ? Absolument. J'y vois de la part du Premier ministre d'abord une vraie préoccupation sincère pour les transports du quotidien, parce que vous savez que j'étais tétanisée. L'État avait fait un plan. Mais oui, l'État avait fait un plan de relance pour l'aérien, elle avait fait un plan de relance pour l'automobile, il parlait des petites lignes, du fret ferroviaire, mais il ne parlait pas des transports du quotidien, qui concernent 5 millions de personnes en Île-de-France. Nous représentons, rien que dans la région, 70% des voyageurs transportés par la SNCF en France. Et puis, l'accord, il va être très bénéfique pour Lyon, pour Marseille, pour toutes les autres grandes villes qui, elles aussi, ont subi d'énormes pertes et qui vont pouvoir s'appuyer sur cette négociation pour demander, elles aussi, à l'État de les aider. Quand on vous entend, vous dites accord historique, on se dit, il y a eu des contreparties. Valérie Pécresse a forcément fait des promesses au gouvernement, au Premier ministre. Mais je l'ai surtout assuré de la volonté de ma région, de ma volonté de travailler la main dans la main avec l'État pour relancer l'économie, pour assurer la continuité pédagogique, pour la transition écologique. Eh bien, écoutez, oui, ça a suffi parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience au sommet de l'État que la relance économique, c'est main dans la main entre l'État et la région. D'ailleurs, Jean Castex m'a assuré qu'il souhaitait au maximum territorialiser la relance économique. C'est que les régions ont mis des plans de relance très puissants. Nous, en Île-de-France, donc vous serez associé à l'application concrète du plan de relance. Non seulement on sera associé, mais on sera partenaire, parce qu'on va financer et la relance économique et la relance transport, puisque maintenant qu'on les a sauvés, les transports, qu'on sait les payer, eh ben on va pouvoir les relancer, on va pouvoir construire des nouvelles lignes, avoir des nouveaux projets. Et puis évidemment, il y a la transition écologique et la semaine prochaine, nous aurons une grande conférence climat sur l'Île-de-France. Valérie Pécresse, vous promettez que les tarifs des transports en Île-de-France n'augmenteront pas, que le pass Navigo n'augmentera pas. Mais si la crise sanitaire s'aggrave, si vous essuyez de nouvelles pertes, qu'est-ce qui garantit ce matin que les prix n'augmenteront pas ? Alors nous avons prévu dans l'accord effectivement une clause de revoyure avec l'État parce que la situation est extrêmement incertaine. Donc nous allons nous revoir en juin 2021 pour faire le bilan de l'année 2021. Aujourd'hui, l'accord que nous avons signé ne couvre que les pertes pour 2020. Cela dit, on voit revenir progressivement les voyageurs dans les transports. À combien à peu près ? Nous avons 5 millions de voyageurs sur ce réseau francilien. On est à peu près à 2 tiers. 2 tiers de retour des voyageurs. 70% 65% plutôt. Et le tiers qui n'est pas revenu, c'est à la fois des touristes, des occasionnels qui ne sont plus là, c'est des personnes qui télétravaillent, c'est aussi des personnes qui prennent leur voiture ou qui se sont mis au vélo, nouvelle tendance de l'Île-de-France. Alors la sécurité dans les transports et plus largement évidemment dans la vie quotidienne des Français est au cœur aussi d'un séminaire gouvernemental aujourd'hui. Si vous deviez, Valérie Pécresse, qualifier en un mot, à ce jour, le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron, quel mot vous choisissez ? Insuffisant. Insuffisance de résultats. Aujourd'hui, l'insécurité, c'est pas quelque chose dont on doit parler. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats sémantiques autour de l'insécurité, mais les débats sémantiques ne changeront pas. Vous y avez participé, vous avez employé le mot barbare, tout comme Marine Le Pen. D'ailleurs, peut-être que vous revendiquez un parler vrai. Pardon, mais je crois que j'ai dit barbare en premier, si vous me permettez. Mais je ne sais pas, oui. Voilà. Bah vous voyez, donc non, mais vous ne rejetez pas ce débat. Un barbare, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui ne respecte aucune règle, c'est quelqu'un qui n'a pas les repères de la vie en société. Le sujet aujourd'hui, c'est la sanction.
c'est la sanction. L'angle mort de toutes les politiques de sécurité depuis François Hollande, et de ce point de vue, pas grand-chose n'a changé, c'est la sanction. La sanction, c'est quoi? C'est une mesure, je vais employer des mots cash, qui emmerde le délinquant plus qu'il n'emmerde la société. C'est des sanctions adaptées. Et la sanction, elle doit être rapide, Mais allons plus loin. Pourquoi, possible. selon vous, Valérie Pécresse, il n'y a pas d'application, d'exécution de ces sanctions? D'où ça vient? Est-ce que c'est certains disent, un laxisme de certains magistrats, ou est-ce que c'est au plus haut sommet de l'État qu'il y aurait une culture de la non-application de ces sanctions? Non, mais d'abord, partons des prisons. Les prisons, aujourd'hui, sont en nombre insuffisant. Les places sont en nombre insuffisant. D'où effectivement une situation indigne, une surpopulation carcérale. Mais on ne peut pas prétexter la surpopulation carcérale pour ne plus exécuter les peines de prison, ce qui est le cas depuis... Qui utilise ce prétexte? Madame Taubira a dit, il y a 5 ans, il y a trop de personnes emprisonnées, donc on va les libérer parce qu'on ne sait pas faire. Le sujet, c'est qu'il faut créer des nouvelles places. Mais il faut être créatif. Je vous parlais de la sanction, on doit être créatif. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la peine d'enfermer, de mettre dans les mêmes prisons des djihadistes terroristes, des caïds, des psychopathes et des personnes qui sont en infraction de permis de conduire ou des primo-délinquants ou des mineurs? Je pense qu'il faut des prisons différenciées. Qui dit prison différenciée dit degré différencié de sécurité, coût différencié aussi, et des prisons qu'on pourrait faire très rapidement. On pourrait changer l'usage du bracelet électronique. Nous n'avons même pas de place dans certaines prisons, et vous pensez déjà à des prisons différenciées. Est-ce que nous ne sommes pas là, pardonnez-moi, dans le détail du détail? Non, au contraire, Madame Mabrouk. Si vous prenez le bracelet électronique, changeons la doctrine d'application du bracelet électronique. Aujourd'hui, le bracelet électronique, c'est quoi? C'est une alternative à la prison. Vous êtes condamné à faire de la prison, on vous dit vous n'allez pas aller en prison, vous allez avoir un bracelet électronique. Vous rentrez dans votre quartier avec votre bracelet électronique. C'est un signe d'impunité terrible. Et en plus, pour les victimes, vous imaginez leur détresse. Mais dites-moi, ce n'est pas comme si la droite n'avait jamais été au pouvoir. Attendez. Ce n'est pas comme si la droite n'avait pas eu les manettes pendant des années. Ce n'est pas comme si la droite n'avait pas aussi, pardonnez-moi, mais sabré dans les effectifs. Pardon, mais ça c'était il y a 10 ans, alors on va peut-être parler de l'avenir. Mais je voudrais vous parler quand même de ce que je veux faire du bracelet électronique pour que vous compreniez bien. Le bracelet électronique, les prisons différenciées. Si vous prenez un bracelet électronique, vous pouvez, avec ce bracelet électronique, assigner à résidence des personnes, les éloigner de leur quartier et les faire rester dans des sites qui seront sécurisés à minima et qu'on pourrait créer très vite dans des anciennes casernes, par exemple. Il faut être créatif. Sur les rodéos sauvages, il faudrait confisquer les motos. Il y a un exemple tragique sur le bracelet, Madame Pécresse, et vous le connaissez très bien, c'est celui évidemment de l'attentat du père Hamel. À quoi a servi ce bracelet? Mais absolument, mais parce que le bracelet électronique, on s'en sert pour se donner un peu bonne conscience. Aujourd'hui, il faudrait l'utiliser pour faire de la détention et mettre dans des centres fermés des délinquants sans avoir besoin de construire des miradors, des prisons. Parce que la place de prison coûte très très cher quand c'est une prison de haute sécurité. Donc vous voyez, je vous parle avec pragmatisme. Mais justement, pragmatisme. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Christiane Taubira, mais l'actuel garde des Sceaux, c'est Éric Dupond-Moretti. Est-ce que selon vous, il a les mêmes convictions, la même approche de la prison que Christiane Taubira? Ce que je crois, c'est qu'il est plus avocat aujourd'hui que garde des Sceaux. Il n'a pas endossé le costume de garde des Sceaux? Un bon avocat, c'est quelqu'un qui fait acquitter les prévenus. Un bon garde des Sceaux, c'est un garde des Sceaux qui met hors d'état de nuire les coupables. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment Monsieur Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, fait appliquer les sanctions. Vous avez une peine judiciaire qui est prononcée. Demandez au juge du tribunal de Bobigny. Ils ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils avaient l'impression que les peines qu'ils prononçaient étaient fictives, parce qu'elles ne sont pas exécutées immédiatement. Si vous avez 9 mois entre le moment où vous prononcez la peine et l'exécution, vous savez bien, surtout si le délinquant est très jeune, qu'il va récidiver. Et par ailleurs, souvent, ces peines sont aménagées. Et donc, en fait, on ne les exécute pas vraiment. On entend la droite, et vous en faites partie sur ce sujet. Quand vous entendez Christian Estrosi enjoindre la droite à soutenir Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous vous dites ? Je lui réponds que Emmanuel Macron ne fait pas une politique de droite, en tout cas pas sur le régalien, clairement. Aujourd'hui, il n'y a pas un sentiment d'insécurité dans le pays. Il y a un sentiment d'impunité des délinquants. Et c'est sur ce sentiment d'impunité qu'il faut absolument travailler parce qu'il est réel. Voilà, c'est une réalité. Le meilleur candidat de la droite n'est pas Emmanuel Macron ? Si vous me demandez mon avis, je dirais que la droite et le centre, rassemblés, devront avoir un candidat en 2022. Vous dites pas non?
Je dis qu'on devra avoir un candidat. C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence, mais ça n'a pas l'air de l'être pour tout le monde, donc je le dis. Et à quelles conditions vous accepteriez, Madame Pécresse, de concourir à une primaire à droite ? Vous savez, le temps des campagnes n'est pas venu pour moi. Êtes-vous sûr ? Aujourd'hui, non, vraiment pas. Aujourd'hui, malheureusement, les Français sont dans une situation de panade noire. Pourtant, vous étiez... Que ce soit dans les écoles, que ce soit au travail, sûr. Mais vous étiez à Port-Marly pour la rentrée des Républicains. Vous serez dans le Loir-et-Cher avec les UDI, à la fête de la pomme également en Normandie avec les centristes. Vraiment, vous êtes pas en campagne ? J'ai toujours pensé, et je l'ai toujours dit, que quand la droite s'élargit, elle gagne en audience, elle gagne en crédibilité, et quand elle se rétrécit, elle perd. Il est donc normal que j'aille parler à toutes les composantes de la droite et du centre.